Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et en ce dimanche après-midi, nous évoquons Henri III. Bonjour Franck Ferrand. Bonjour Anissa, bonjour à tous. On a dit tant et tant de choses sur ce roi Henri III, sur ses mignons, sur son bilboquet, vous savez. En fait, les choses sont beaucoup plus complexes, comme vous allez le voir. Nous allons notamment apprendre que le roi Henri, avant d'avoir régné sur la France, avait régné sur la Pologne. Et pour nous parler d'Henri III, vous recevez Jean-François Saulnon. Et oui, Jean-François Saulnon qui est toujours là lorsqu'il est question d'évoquer dans cette émission les grands personnages de la Renaissance et de l'époque moderne. Jean-François Saulnon, c'est un petit peu notre référence à nous. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. En cette année 1588, l'heure est aux décisions graves pour Henri III. Voilà plus d'un quart de siècle que les guerres de religion entre catholiques et protestants minent le royaume. Et depuis 1584, une circonstance attise encore les tensions, puisque depuis la mort du dernier frère du roi, l'héritier légitime du royaume est Henri de Navarre. Et Henri de Navarre, c'est le chef du parti huguenot. De quoi enflammer la Ligue ultra-catholique, prête à tout pour empêcher qu'un protestant ne monte sur le trône, quitte à menacer le roi lui-même d'ailleurs, accusé de ne pas lutter avec assez de constance contre les huguenots. Et ça va très loin. En mai 1588, le duc de Guise, chef des catholiques, enfreint l'ordre d'Henri III de ne pas se rendre à Paris. Il faut vous dire que Paris est totalement conquise, totalement acquise à la Ligue. La capitale réserve un accueil triomphal aux princes rebelles et très vite la situation dégénère. Le roi se met à craindre pour sa sécurité, il doit fuir Paris. Ça, c'est une décision lourde, humiliante. Cette fois, Henri III en a fini avec les efforts de conciliation. Il se prépare à rétablir son autorité, une autorité complètement bafouée. Et pour cela, il finit par opter pour un acte incroyable, un acte décisif et implacable. Il attire le duc de Guise et son frère, le cardinal de Lorraine, à Blois, et le 23 et le 24 décembre, il les fait tuer l'un après l'autre. Il touche ainsi les ultra-catholiques à la tête dans tout le royaume. Vous imaginez l'effroi causé par la nouvelle de cette double exécution, onde de choc terrible. Les ligueurs hurlent à la traîtrise du roi et bien sûr, une ville s'agite tout particulièrement, vous l'aurez compris, c'est Paris. Montaient ensemble dans le ciel de la capitale les supplications à Dieu et les appels au meurtre contre un roi satanique, raconte Jean-François Saulnon. Le 7 janvier 1589, la Sorbonne délia solennellement les sujets du royaume de l'obéissance due au souverain. Vous imaginez ça quand même. Ces portraits furent lacérés, jetés aux flammes. Chaque Français pouvait désormais prendre les armes contre lui. On souhaitait si ardemment sa mort qu'on confectionnait des effigies de cire à son image sur lesquelles on piquait consciencieusement des aiguilles en prononçant des formules magiques, une sorte de vaudou du XVIe siècle en pleine France. En quelques semaines, la plupart des grandes villes du royaume sont contrôlées par la Ligue, Nantes, Dijon, Bourges, Bordeaux, Lyon, Le Mans. La liste pourrait continuer longtemps. La situation est critique pour Henri III. Une grande partie du territoire se met à lui échapper et l'Église tempête. Vous imaginez ça, il a fait exécuter un cardinal. On dit même qu'il l'a fait rôtir à la broche. L'excommunication qui plane menace son prestige et son autorité. Quant au nouveau chef des ligueurs, le duc de Mayenne est le frère du duc et du cardinal assassiné, il entend bien ne pas laisser Henri III s'en tirer comme cela. L'entrée de Mayenne dans Paris, précise Jean-Pierre Bablon, le 12 février, est saluée par des transports. On lui décerne le titre prestigieux et inédit de lieutenant général de l'État royal et couronne de France. C'est assez dire que la monarchie est en sursis, puisque la révolution parisienne s'est donnée un généralissime. La menace militaire du duc de Mayenne est réelle. Il n'y a aucun accord à espérer avec lui. Alors là, on n'est plus du tout dans une période de transigence ou de négociation. Et c'est ainsi qu'au fil des semaines, le roi Henri III, mûrit une décision difficile, longtemps impensable, mais que la situation rend pressante. Une alliance avec les protestants d'Henri de Navarre. Nous y voilà. Bien sûr, le roi est un catholique sincère. Il est habitué à combattre son
cousin huguenot, et il a confronté à un choix comme celui-là quelques scrupules, bien entendu. Seulement, que voulez-vous? Nécessité fait loi. Et cela tombe bien, Henri de Navarre a réfléchi de son côté, des contacts sont pris, des liens sont noués, le parti royal et le parti huguenot font un pas l'un vers l'autre, puis deux, puis plusieurs, jusqu'à ce qu'Henri III invite formellement Navarre à lui rendre visite. Et Navarre accepte la rencontre, malgré la méfiance d'une partie de son entourage, qui soupçonne évidemment un piège du roi de France. L'entrevue est organisée dans le parc de Plessis-les-Tours. Pas de doute pour les contemporains, après tant d'années de guerre, ce rapprochement est un événement considérable. Les deux hommes ne se sont pas vus, depuis de nombreuses années. Le roi a 37 ans, il a toujours son beau regard majestueux, mais il faut bien dire que ses traits ont vieilli. Quant à Henri IV, qui est de 2 ans son cadet, il porte une barbe légèrement blanchie. Jean-Pierre Bablon note: une immense affluence se presse. Les arbres sont chargés de grappes de spectateurs. Les courtisans et tout le bon peuple de Tours se frottent les yeux durant plusieurs minutes. Les rois restent à 4 pas l'un de l'autre, se tendant les bras sans pouvoir se toucher tant la foule était grande. Ce temps suffit pour se regarder et se reconnaître. Enfin, ils parviennent à se rapprocher. Navarre se jette à genoux et fait le geste de baiser les pieds du roi, mais celui-ci le relève et l'embrasse. Tous deux multiplient les manifestations de tendresse à la plus grande joie de la foule qui trépigne. Ainsi, l'alliance du roi valois et du protestant béarnais, cette alliance tellement impensable, est scellée. Les deux ennemis sont prêts, ensemble, Un extrait de la bourrée d'Avignonnaise par les musiciens de Provence sur Europe 1. Restez avec nous jusqu'à 15h. Franck Ferrand vous raconte l'assassinat d'Henri III et la suite, c'est dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous revenez sur un tournant des guerres de religion sous le règne d'Henri III dans les années 1588-1589. Le roi a fait exécuter les princes de Guise à la tête de la Ligue ultra-catholique, ce qui a déclenché, on l'a vu il y a un instant, une importante révolte contre lui, notamment à Paris. Il doit donc se résoudre à une alliance avec son ancien ennemi protestant Henri de Navarre. Alors, je me pose quand même une question, Franck. Comment ça se fait qu'Henri III n'a pas d'autre héritier que son cousin éloigné ? Eh bien, c'est tout un concours de circonstances malheureuses, d'où d'ailleurs l'idée parfois de malédiction, qui a souvent même été évoquée. Les parents d'Henri III, Henri II et Catherine de Médicis, ont eu de nombreux enfants, dont 5 garçons. On se disait que la succession au trône était parfaitement assurée. Oui, sauf que tous ces princes sont morts avant d'avoir eu une descendance légitime, et qu'Henri III est maintenant le seul survivant. Un problème se pose. Henri est marié depuis 1575 avec Louise de Lorraine-Vaudémont. Seulement, malgré tous les efforts du couple royal, aucun enfant n'est né. Et plus le temps passe, plus on peut douter maintenant qu'un héritier ne survienne. Et c'est ainsi qu'Henri de Navarre, héritier de la branche cousine des Bourbons, donc qui descendent d'un des fils de Saint-Louis, c'est ainsi qu'Henri devient l'héritier naturel. C'est le plus proche parent masculin d'Henri III, que voulez-vous ? Le roi catholique et son cousin protestant désormais sont alliés, vous l'aurez compris, ce qui n'exclut pas le maintien d'une certaine suspicion entre les deux parties, bien entendu. Mais ensemble, ils se sentent assez forts pour contrer les ligueurs,
pour contrer le duc de Mayenne et ses ultra-catholiques, avec pour but, bien sûr, de reprendre la capitale. Leur stratégie semble la bonne. Avec leur armée, quand je dis leur armée, c'est 30 000 hommes environ, ils vont enchaîner les victoires et s'approcher de plus en plus de la capitale. Navarre ne veut pas faire dans la dentelle, il plaide pour une prise d'assaut rapide de la ville. On dit qu'il se serait exclamé « J'avoue qu'il y va du royaume d'être venu baiser cette belle ville et ne pas lui mettre la main au sein ». Je ne le dis pas avec l'accent bernais, mais c'est pas l'envie qui m'en manque. Il assiège en tout cas la capitale méthodiquement, tandis qu'Henri III, lui, s'installe à Saint-Cloud, donc la résidence la plus proche, si vous voulez. Et c'est là, à Saint-Cloud, que le matin du 1er août 1589, Henri III, qui se trouve encore sur sa chaise percée, et donc dans sa plus totale intimité, Henri III reçoit une requête d'audience imprévue. La requête en question provient de Jacques Clément. Jacques Clément est un moine dominicain de 22 ans qui a fait le déplacement depuis Paris. Rien que ça, on devrait quand même se méfier de lui. Il affirme être porteur d'un message important de la part du premier président du Parlement, le président de Harlay, donc quelqu'un de très important. Le président Achille de Harlay se trouve détenu dans la capitale. Il veut voir le roi. Il faut qu'il le voie tout de suite. Des gentilshommes voulurent refouler le dominicain, raconte Philippe Erlanger. Henri III demanda ce que signifiait ce bruit et morigéna ces gens qu'il entre. Si on le rebute, on m'accusera encore de chasser les moines. Et oui, il faut dire que Henri III doit compter avec la réputation qui l'accompagne. Jacques Clément peut donc approcher du roi. Il obtient même de rester seul avec lui. Vous aurez compris en même temps qu'Henri III ne tient pas à être en grand public à ce moment-là. Le moine lui tend sa lettre, Henri III la parcourt du regard et c'est à ce moment-là que le dominicain qui profite de l'inattention du roi, il est en train de lire la lettre, le moine se saisit d'un couteau qu'il avait caché et assène au souverain un coup brutal dans le ventre. Henri III est pris par surprise, il réagit néanmoins très rapidement, il va lui-même chercher la lame enfoncée dans sa chair, il tente de contre-attaquer, il hurle « Le méchant moine, il m'a tué, qu'on le tue !» Un garde à ce moment-là fait irruption, il se jette sur Clément et il va le faire passer de vie à trépas avant même d'aller jusqu'à le jeter carrément par une fenêtre. L'urgence à ce moment-là, c'est de s'occuper du roi blessé. Évidemment, l'hémorragie est importante. Pour les médecins, cependant, la vie d'Henri III n'a pas l'air d'être en danger et en fin de matinée, Henri de Navarre est admis au chevet de son cousin. Comme le raconte Jean-François Solnon, Henri III lui dit « Mon frère, je le sens bien, c'est à vous de posséder le droit auquel j'ai travaillé pour vous conserver ce que Dieu vous a donné. C'est ce qui m'a mis en l'état où vous me voyez. La justice de laquelle j'ai toujours été le protecteur veut que vous succédiez après moi en ce royaume dans lequel vous aurez beaucoup de traverses si vous ne vous résolvez à changer vous-même de religion. » Puis, il ajoute à destination des personnes qui sont là autour du lit, « Je vous prie, comme mes amis et vous ordonne comme votre roi que vous reconnaissiez après ma mort mon frère que voilà, et que pour ma satisfaction et votre propre devoir, vous lui prêtiez le serment en ma présence. » Chacun s'exécute, les gens ont la gorge serrée. Il faut imaginer l'intensité dramatique d'un moment comme celui-là. C'est une scène pénible, douloureuse. Puis le roi, visiblement satisfait, renvoie Navarre auprès de ses troupes. Au fil de la journée, on peut dire de l'état du roi qu'il empire. La douleur désormais ne lâche plus Henri III. Vient l'heure des derniers sacrements, puis celle de la mort dans la nuit. C'en est fini en France de la dynastie des Valois. Déjà chancelante, elle a été achevée par un coup de couteau, un acte dont il faut bien dire qu'il cache encore quelques mystères. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez l'assassinat d'Henri III. Ça y est, il en est fini de la dynastie des Valois. Une mort quand même qui cache plusieurs mystères, Franck. Alors oui, la mort d'Henri III ouvre une période d'incertitude dans un royaume qui s'est enferré dans la guerre civile. Le contraste des réactions à cet assassinat le montre. À Saint-Cloud, où Henri III vient de mourir, ce n'est que douleur, consternation. Et à seulement quelques lieues de là, dans Paris assiégé, on applaudit l'œuvre de Clément le tyrannicide. Et oui, Clément le dominicain a débarrassé cette foule ultra-catholique de celui qu'on considère comme un tyran.
est-ce qu'il va être capable de débarrasser la France de celui qu'on appelle désormais Henri IV? Aussitôt connue la mort du roi, nous dit Jean-François Solnon, prière publique, procession, messe et feu de joie y honorent son assassin, nouveau martyr de la vraie foi. Nul n'en doute, Clément a été investi d'une mission divine. Il a été le bras du Seigneur, tout à la fois Judith, David et Samson. On commente sans se lasser ses jeûnes, ses mortifications, ses prières, ses visions réelles ou supposées. Pour le glorifier, on ne recule devant aucune extravagance. Le moinillon au couteau est devenu un saint. De leur côté, les fidèles d'Henri III n'en feront pas moins écarteler le cadavre de Jacques Clément. Vous savez que l'écartèlement, c'est le sort réservé aux régicides. Mais enfin là, il était mort déjà. Ça lui a épargné ça, Clément. Premier problème pour ceux qui vont chercher à éclaircir les circonstances du meurtre, l'absence du témoignage de l'assassin. Évidemment, il est mort beaucoup trop vite. Or, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on aurait eu quelques questions à lui poser. D'abord, il paraît quand même étonnant que le dominicain parisien ait pu approcher si facilement du roi. Henri III était détesté par un grand nombre de ses sujets. On savait le climat qui régnait dans la capitale en proie à la Ligue. Et dès lors, il paraît incompréhensible que ce moine ait pu approcher ainsi du roi, avec en plus une arme qu'il avait dissimulée sur lui, sans qu'aucune fouille ne repère l'arme en question. Le roi, qui a tout de même été invité à la méfiance, c'est bien le minimum, a manqué de prudence, c'est vrai, en acceptant de le recevoir et de rester seul avec lui, mais il faut bien reconnaître que Jacques Clément a fait preuve d'un sang-froid extraordinaire. On est loin du personnage purement instable qu'on imagine parfois. Il a convaincu les gardes de ses bonnes intentions, il est resté parfaitement serein lorsqu'on l'a interrogé sur lui, il a eu toutes les bonnes réactions, il a trouvé les mots qu'il fallait. De plus, il possédait des documents qui pouvaient inspirer confiance. Il a réussi à obtenir un passeport, une lettre pour démontrer sa bonne foi, tout à fait crédible. Donc, on peut dire que tout ça ne sent pas l'acte improvisé. Tout ça a été longuement mûri, évidemment. Et ça renvoie à la question fondamentale de l'enquête. Jacques Clément a-t-il ou non bénéficié de complicité ? Il paraît à peu près impossible qu'il n'ait agi que de lui-même. Vous imaginez cet homme qui aurait été capable de monter tout ça, de se faire tous ses papiers, etc. Autre grande difficulté pour les enquêteurs, la guerre en cours qui ne facilite évidemment pas les investigations. En temps normal, ces investigations auraient pu être poursuivies au cœur de Paris, là d'où venait le moine, on aurait méthodiquement interrogé son entourage, etc. Là, évidemment, tout est beaucoup plus difficile. Néanmoins, des hommes d'Henri IV vont faire un joli coup. Ils parviennent quelques mois plus tard à s'emparer du supérieur de Jacques Clément, son supérieur dominicain, au cours d'une opération autour de la capitale. Son procès s'ouvrit devant le Parlement de Tours, raconte Jean-François Solnon. Le prieur nia tout. Non, il n'avait rien su des intentions de Clément. Non, il n'avait pas prêché avant la mort du roi pour appeler au régicide ou après pour le glorifier. Il n'en fut pas moins condamné à mort pour crime de lèse-majesté et écartelé sans avoir confessé le secret du meurtre ni donné ses complices. Est-ce qu'il faut s'arrêter là dans l'enquête ? Est-ce qu'il ne faudrait pas remonter encore d'un cran ? Les preuves formelles manquent évidemment, mais on peut bien imaginer que le duc de Mayenne ou sa sœur Catherine de Lorraine ont eu à un moment ou à un autre un rôle dans cette affaire. Ils auraient ainsi vengé la mort de leur frère exécuté à l'instigation d'Henri III. La couronne d'Espagne, proche de la Ligue, a pu elle aussi être évoquée comme commanditaire possible, là non plus sans preuve indiscutable. On peut aussi s'interroger sur la cible de l'attentat. Pourquoi s'en prendre à Henri III lui-même et non à son héritier protestant, à ce menaçant Henri de Navarre, qui devient donc par le fait même du crime le roi Henri IV ? Avouez que la question mérite d'être posée. Quoi qu'il en soit, la mort du dernier Valois met donc Henri IV dans une toute nouvelle position et face à un défi de taille, redonner son unité au royaume sous son autorité. Inutile de vous dire que tout ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va prendre du temps. Henri va d'abord peiner face à la résistance de Paris et puis finalement il y entrera, mais il n'y entrera qu'en 1594, c'est-à-dire presque 5 ans après la mort d'Henri III. Il sera entre-temps devenu catholique, ce qui est censé arranger les choses, j'ai bien dit, ce qui est censé seulement les arranger. Bonjour.
Bonjour Jean-François Solnon. Bonjour. Merci d'être avec nous pour évoquer cette figure tellement méconnue, tellement mal connue d'Henri III. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur du mystère Henri III, le mystère de cette mort, cet assassinat. Et nous allons plus loin avec votre invité, Franck Ferrand. Vous recevez Jean-François Solnon. Il est historien, auteur d'Henri III, paru dans la collection Tempus chez Perrin. Alors d'abord, Jean-François Solnon, si vous êtes d'accord, quelques questions sur le crime de Jacques Clément lui-même. C'est un assassinat dont on parle relativement peu, qui s'est fait avec une facilité invraisemblable. Ce moine dominicain est introduit auprès du roi, il reste seul avec lui, le roi est sur sa chaise percée, il en profite pour lui enfoncer un couteau dans le ventre. Comment est-ce qu'on n'a pas été plus prudent alors qu'on était en pleine guerre civile et qu'on savait Henri III très menacé ? Il faut croire que le service de sécurité n'a pas été à la hauteur de l'enjeu, parce qu'en effet, on est en période de guerre. Henri III fait le siège de Paris. On sait que Paris est dominé par les catholiques ultras et qu'il n'y a pas une paroisse dans Paris où un prédicateur n'appelle pas au meurtre du roi de France. Et là, le souverain va recevoir un religieux cordelier qui est censé lui apporter un message venu de Paris. Et à notre grande surprise, il le reçoit en effet dans l'intimité, alors qu'on l'avait mis en garde, et le coup a pu être fait très rapidement, et avec une sûreté de la part de Jacques Clément qui est tout à fait étonnante. Parce qu'au moment où Jacques Clément est introduit dans la petite pièce, on peut dire la garde-robe en quelque sorte, où se trouve le roi de France, le procureur général du Parlement de Paris, qui avait rencontré Jacques Clément la veille, dit au souverain, ne pensez-vous pas qu'il faille le fouiller ou prendre des précautions ? Voilà, oui. Et là, l'assassin aurait pu précipiter son geste en pensant qu'il allait être démasqué. Pas du tout. Il reste tout à fait maître de lui, il attend que le roi ait pris en main le billet qu'il doit lire, et au moment où il achève sa lecture, c'est là où Clément plante son couteau dans le bas-ventre du souverain. D'une certaine manière, on pourrait, avec un énorme anachronisme, parler d'un attentat kamikaze. C'est un kamikaze, ce Jacques Clément. Je pense que Clément devait savoir quel allait être son sort. Malheureusement, pour l'enquête, Henri III a mal réagi. Quand il dit « cet homme m'a tué, qu'on le tue bien sûr, il se prive. En même temps, mal réagi avec un couteau dans le ventre, ça peut se comprendre. C'est vrai qu'on n'a pas de leçon. On n'a pas de leçon à lui donner. Mais c'est tout de même assez dommage. Parce que, évidemment, là, l'enquête ne peut reposer que sur ou des rumeurs ou des témoignages indirects. Mais comme vous l'avez fait remarquer, cette enquête a été tout de même menée. On a quand même mis la main sur le prieur, c'est-à-dire le chef, quelque sorte de ce dominicain. Est-ce qu'il était, d'après vous, c'est très très difficile à dire, mais on peut se faire une idée là-dessus. Est-ce qu'il était impliqué, ce prieur ? C'est très probable. On n'en a pas la preuve d'abord, parce que quand on l'a arrêté, on lui a fait subir la question etc. Et il n'a rien dit, il n'a pas parlé. Mais c'est très probable parce qu'il appartient à un milieu ecclésiastique qui ne fait qu'appeler à la mort du souverain. Et puis, au-delà de ce monsieur qui s'appelait le prieur Bourgoin, il y a peut-être derrière lui, pour mettre sur pied cette affaire, d'autres complicités, parce que finalement, lorsque Clément croise, la veille de son forfait, le procureur général du Parlement, que lui dit-il ? Il lui dit « J'ai ici, d'une part, un billet écrit en italien, du président du Parlement qui est alors prisonnier de la Ligue à Paris. Et deuxièmement, j'ai un laissez-passer, parce qu'il fallait avoir un laissez-passer pour traverser les lignes. » D'où vient ce papier ? D'où vient-il ? Il a pu lui être rédigé et donné par le prévôt des marchands, c'est-à-dire le maire de Paris qui s'appelait Lachapelle-Marteau, qui était un fiefé ligueur. Par conséquent, on peut remonter comme ça sans preuve absolue, mais on peut remonter la filière et arriver alors au sommet de ceux qui avaient intérêt à la disparition du roi, c'est-à-dire le frère et la sœur du duc de Guise assassinés quelques mois auparavant, c'est-à-dire le duc de Mayenne et la duchesse de Montpensier. On peut dire donc que, quasiment à coup sûr, Jacques Clément a agi sur ordre, ou en tout cas entouré, accompagné, Jacques aidé. Clément a eu des commanditaires et ça a été le bras armé des ligueurs, des catholiques ultras, comme on a l'habitude de le dire, qui tenaient Paris.
Oui, et qui vont fêter la mort d'Henri III, bien entendu. Alors Henri III, qui a toujours été mal jugé par ses contemporains, cette hostilité au roi ne va faire que se développer, y compris après sa mort. Voilà, on n'a même pas la charité de penser à l'âme du défunt. On l'accuse davantage encore, et non seulement on l'accuse de tous les maux, mais on va jusqu'à prétendre qu'il est mort après avoir refusé les ultimes sacrements. Donc ça voudrait dire que le roi de France, loin du Seigneur, est mort en impie. Ce qui est évidemment totalement faux, bien sûr. Totalement faux, mais ça montre assez la haine qu'Henri III avait suscitée chez les ultra-catholiques parisiens. Il les avait profondément dégoûtés, et c'est vrai que l'assassinat du duc de Guise à Blois, quelque temps plus tôt, n'avait pas aidé les choses. L'assassinat du duc de Guise et du cardinal a été une opération techniquement réussie, mais politiquement tout à fait fâcheuse. Oui, voilà. Et Catherine de Médicis, qui était elle-même à l'article de la mort, l'avait senti et compris. Ça. Lorsque Henri III se rend dans l'appartement de sa mère pour lui expliquer Monsieur de Guise est mort, elle aurait eu cette phrase, ça a été bien taillé, mais maintenant il faut recoudre. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a une vision politique à plus long terme. Et oui, elle a bien compris que la réconciliation serait impossible. Pourquoi les ligueurs s'en prennent-ils au roi catholique et non pas à son cousin et successeur désigné protestant? Ça reste un mystère. Ça reste un mystère. Est-ce que concrètement, techniquement, il était plus facile de s'en prendre à ce souverain qui résidait dans ce château des Gondis à Saint-Cloud, beaucoup moins bien gardé, visiblement. Moins bien gardé. Je parlais du service de sécurité tout à l'heure qui ne fonctionnait pas. Et alors que Henri de Navarre était peut-être plus entouré par ses compagnons, par les officiers, et Henri de Navarre ne cessait de bouger puisque le siège de Paris, il le faisait sur le côté nord et ouest de la capitale. Et puis il y a une part de mystère. Oui, qui restera. Qui reste entière. Il faut que ça reste, sinon nous n'en parlerions pas aujourd'hui. Alors, Henri III est donc mort. On va encore salir sa mémoire. On va traîner, si j'ose dire, métaphoriquement son cadavre dans la boue. Qu'en est-il du véritable personnage? Qui était vraiment le roi Henri III? C'est ce que nous allons essayer de voir avec vous dans un instant. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire d'Henri III, jusqu'à 15h, le mystère Henri III. Nous allons plus loin, Franck Ferrand, avec votre invité Jean-François Solnon. Il est historien et auteur d'Henri III, paru dans la collection Tempus chez Perrin. Oui, il faut peut-être que nous commencions, Jean-François Solnon, par expliquer à nos auditeurs qu'Henri III n'est qu'un des nombreux enfants d'Henri II et de Catherine de Médicis, plusieurs fils. Donc la succession d'Henri II était clairement et facilement assurée. François d'abord, qui devient François II, puis Charles IX. Charles, puis Henri, mais autant Henri II était une force de la nature, c'était un grand bel homme bâti en force ou taillé en force, un comme sportif, on aimait à comme dire, nous dirions-nous. Un sportif, autant ses enfants souffrent de différentes maladies qui vont les emporter dans la tombe très tôt. Or, il se trouve que le troisième, après François II, après Charles IX, Henri est un grand bel homme, qui semble être en santé, ce qui ne lui évitera pas quelques soucis au cours de sa vie. Mais ça fait une grosse différence avec ses deux frères aînés. Déjà. C'est tout à fait différent. Et cet homme va régner assez longtemps, depuis 1574 jusqu'à son assassinat en 1589. Et puis encore un frère. Le frère, c'est l'enfant terrible. C'est François, qui s'appelle François duc d'Alençon, qui va s'appeler ensuite François duc d'Anjou, qui vraiment... Le mouton noir de la famille. Véritablement, et qui essaye de se tailler une couronne quelque part, peut-être aux Pays-Bas, peut-être en Pologne, lorsque Henri III est rentré de ce pays lointain, et qui ne va cesser d'intriguer et de comploter contre son frère. Nous allons parler de la Pologne dans un instant. Peut-on dire de celui qui va devenir Henri III qu'il est le chouchou de Catherine de Médicis? C'est le fils préféré. Catherine de Médicis, vous savez, a attendu pas moins de 10 ans pour donner naissance à un héritier. 10 ans de stérilité. Oui. Donc 10 ans ça de menaces de sa vie. De menaces de répudiation. Et ensuite, si j'ose dire, les maternités s'enchaînent. Et à partir du moment où le secret a été percé, on va pas entrer dans tous les détails, mais à partir de ce moment-là, elle se met à faire des enfants. Il y a 10 enfants, une douzaine d'années en quelque sorte, et elle a deux préférés. Elle a sa fille préférée,
c'est Élisabeth ou Isabelle, celle qui va épouser le roi d'Espagne Philippe II. Et le fils préféré, évidemment, il est très très beau, c'est Henri, futur Henri III, qu'elle appelle mes yeux, qu'elle appelle mon tout. Enfin, elle lui passe beaucoup de choses. Et c'est un amour réciproque. Et il le lui rend bien parce qu'il est très attaché à sa mère. Et d'ailleurs, il va lui laisser tout de même une place, certes une plus petite place qu'elle n'osait le demander. Ça, c'est incontestable. Mais vous voyez, jusqu'à la fin de son existence, il est auprès de sa mère jusqu'au mois de janvier 1589, c'est-à-dire la date de la mort de Catherine de Médicis. Oui, il a été un fils très fidèle. Elle a eu de très grands espoirs en lui. Comment devient-il roi de Pologne? Racontez-nous cette histoire. La préoccupation de Catherine, c'est d'établir ses enfants avec une couronne. Donc on a l'impression qu'elle va chercher dans l'Europe du temps les moyens Bonaparte dans de donner une couronne à ses enfants. Et lorsque Charles IX régnant, la couronne de Pologne s'offre à Henri d'Anjou, évidemment, elle envoie immédiatement à Varsovie un ecclésiastique qui était l'évêque de Valence, il s'appelait Jean de Montluc, pour préparer cette élection, parce que la Pologne est un curieux pays, c'est une république qui a à la tête un roi, et c'est un roi élective. Qui est élu. Voilà, c'est ça. Où la noblesse a un très grand rôle. Or, la noblesse polonaise, va s'enthousiasmer pour ce prince français, parce que il est connu comme étant un militaire. Il avait remporté en effet des victoires brillantes pendant les guerres de religion, à Jarnac, à Maucontour, et il était très jeune. À cette époque-là, il avait une vingtaine d'années. Sa renommée a franchi les frontières, et les Polonais se disent, si nous avons à lutter contre notre grand ennemi oriental, c'est-à-dire le prince de Moscou, il nous faut un véritable militaire. La Moscovie à l'époque. Voilà. C'est pas encore la Russie, c'est encore la Moscovie. Et pour lutter contre le prince de Moscou, il nous faut un stratège. Donc Henri a été élu. Alors il faut imaginer dans la plaine qui est à côté de Varsovie, le rassemblement de toute la noblesse, parce que chaque noble est électeur et éligible d'ailleurs. Donc il y a 40 000 personnes qui se réunissent et qui votent pour Henri de Valois, et on lui offre ainsi la couronne. Mais attention, cette couronne ne lui est pas offerte sans contrepartie. Car dans cette monarchie qui est une monarchie élective, il y a un rôle très important joué par la diète. Et la diète est peuplée par les nobles. La diète, c'est le Parlement. Qui limite les pouvoirs. Or, Henri de Valois pense régner en Pologne comme il régnerait en France, c'est-à-dire en monarque absolu. Tandis que là, son pouvoir est limité. Et il s'en rend compte lorsque les diplomates, les gentilshommes polonais viennent à Paris pour lui offrir cette couronne et pour négocier les conditions d'exercice du pouvoir. Alors, les Français se moquent de ces gens-là, parce qu'ils ont des noms imprononçables. Ah oui, ça n'a pas trop changé. Ensuite, ils ont une allure assez étonnante, avec le crâne rasé, avec une simple mèche de cheveux. Leurs vêtements sont des vêtements très lourds. Ils arrivent à Paris au mois d'août. Ils sont très très habillés. Donc on se moque d'eux jusqu'au moment où on se rend compte que ces gens sont extrêmement cultivés, que leur langue ordinaire, la langue officielle de la Pologne, c'est le latin, qu'ils parlent l'italien, l'espagnol, et que ce ne sont pas des barbares. Alors les négociations ont lieu, on demande au roi et au futur roi de Pologne de prêter serment sur les libertés polonaises, c'est-à-dire les limitations de son pouvoir. Henri renacle, tente à éviter cette prestation de serment, jusqu'au moment où un noble polonais lui dit « Tu signeras ou tu ne régneras point ». Et voilà. Henri se plie à cet exercice, on reçoit magnifiquement ces gentilshommes polonais, on leur offre des fêtes absolument somptueuses, et ils s'apprêtent à partir pour ce lointain pays. J'allais dire, la réciproque est vraie, c'est-à-dire que l'arrivée d'Henri en Pologne va être somptueuse aussi. Il va trouver d'ailleurs en Pologne un certain nombre des pratiques qu'il introduira par la suite à la cour de France et qui sont en partie à l'origine de notre étiquette royale. Il a découvert ce que c'était qu'un monarque. Il était prince jusque-là. Il était prince, il n'était que le frère en quelque sorte, tandis que là, il exerce l'autorité, il préside la cour. Et dans ce château du Wawel de Cracovie, il règne. Il règne, mais on considère qu'il
il ne remplit peut-être pas toutes les conditions qu'on espérait de lui, et il y a une période un petit peu d'incertitude pendant quelques mois. Il faut dire qu'Henri n'a qu'une préoccupation, c'est de savoir quel est l'état de santé de son frère qui règne encore à Paris, qui est Charles IX. Parce qu'il a quand même à l'esprit, tout couronné qu'il soit en Pologne, de quoi faire un jour de ceindre la couronne de France. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Depuis 14h, Franck Ferrand, vous nous faites revivre l'assassinat d'Henri III et nous essayons de percer ce mystère avec votre invité Jean-François Solnon, historien, auteur d'Henri III, un livre que vous pouvez retrouver dans la collection Tempus, paru chez Perrin. Alors Henri ne reste donc pas très longtemps en Pologne, et quand il rentre à Paris, c'est pour devenir roi de France, puisque son frère Charles IX est mort, Jean-François Solnon. Oui, il respecte les règles du droit public français, en dépit des agissements de son frère cadet, François d'Alençon, qui espérait court-circuiter ainsi Henri d'Anjou. Celui-ci s'empresse d'abandonner le Wawel, d'abandonner Cracovie, d'abandonner la sœur du dernier souverain Jagellon, c'est-à-dire la princesse Anna, et fuit. Donc il y a toute une mise en scène pour la fuite. Alors il est immédiatement poursuivi d'ailleurs par des gentilshommes polonais. Il y a des scènes qui sont assez cocasses lorsque il traverse une rivière et puis les gentilshommes polonais lancent leurs chevaux dans la rivière. Et tout en barbotant dans l'eau, il crie en latin, évidemment, Illustrissime Majestas, cur fugit, pourquoi fuis-tu? C'est assez savoureux, mais voilà comme les choses se terminent, l'aventure polonaise. Il y a un passage par Venise, d'ailleurs. Après, il y a un passage par Venise, parce que contrairement à ce qu'on pense, il ne se rend pas à Paris immédiatement, il fait un détour par Venise, et c'est là où d'ailleurs Henri III, parce que maintenant il est Henri III, peut apprécier ces civilisations méditerranéennes, peut toucher du doigt ce qu'était le prestige de Venise et sa civilisation. Et en rapporter une part à Paris, bien entendu. En particulier d'en rapporter la fourchette. Alors, si vous me permettez ce détail culinaire. Mais oui, mais pourquoi pas, ça fait partie aussi du quotidien. Le roi Henri III va être particulièrement entravé dans tout le cours de son règne par ces guerres de religion incessantes qui vont ne faire que croître et malheureusement, j'allais dire embellir ou enlaidir pendant tout le cours de son règne. Nous avons vu jusqu'où elles sont allées et jusqu'où elles l'ont mené. Est-ce que néanmoins, il a pu régner, si je puis dire? Est-ce qu'il avait les moyens de régner dans ces conditions? Toutes ces difficultés, qui sont aussi des difficultés financières. La monarchie n'a pas les moyens de lever des troupes qui permettrait de régler militairement ce problème. Au milieu de toutes ces difficultés, il règne parce que c'est un souverain, et là on l'a trop souvent oublié, c'est un souverain réformateur. Non seulement il a réformé la cour, non seulement il a mis au point une étiquette dont Louis XIV sera l'héritier. Et d'ailleurs, on croit toujours que Louis XIV a tout inventé dans ce domaine. Henri III l'a précédé et essayé de tenir une sorte de voie médiane entre catholiques et protestants. Mais les passions étaient tellement exacerbées à cette époque-là qu'être déjà sur une position médiane était déjà coupable. En soi, il était déjà de toute façon condamné par les deux camps, ce qui est terrible d'ailleurs. Les uns comme les autres lui reprochaient de ne pas leur être assez favorable. Il va faire ce qu'il peut. C'est un roi qui a un vrai grand tempérament, incontestablement, qui possède une forme de majesté innée, qui fait déjà un peu penser à Louis XIV d'une certaine manière. Alors néanmoins, les Français en gardent deux images très célèbres. C'est le roi efféminé et c'est le roi des mignons. Que faut-il penser de cela, Jean-François Solnon? Alors, il est vrai qu'il y a une apparence d'Henri III qui a pu surprendre, sinon choquer, ses contemporains et surtout les générations à venir. C'est l'homme des pendants d'oreilles. Oui, c'est l'homme des petits chiens. Mais c'était la mode, partagée par beaucoup de personnes. Et c'est un homme qui aime à s'entourer donc de jeunes gens, généralement beaux, généralement cultivés, qui sont par ailleurs de fine lame. Qui s'entretuent volontiers. Et qui aiment les femmes aussi. Mais cette prédilection pour ces jeunes gens s'explique par le fait que Henri III veut avoir pour lui
des gens qui soient sûrs et qui court-circuitent ainsi les grands féodaux. Donc il veut se constituer un entourage qui lui soit parfaitement fidèle. C'est cela qui explique et que tous ces jeunes gens se feraient tuer pour lui, il faut le dire. Hein. Ah, véritablement. Et outre ces jeunes gens qu'on appelle les mignons, il y a ce qu'on appelle les archi-mignons, c'est-à-dire de véritables têtes politiques. C'est le duc de Choiseul, duc de Joyeuse, pardon, et le duc d'Épernon. Et donc ces archi-mignons vont régner presque autant que le roi quand même. Et même au-delà. Et n'oublions pas la reine mère qui est là, présente aussi, avec toutes ces difficultés. On comprend que le règne souffre d'une image brouillée, et d'autant plus que ce roi n'a pas d'enfant et qu'il va être obligé de transmettre donc la couronne et le sceptre à un protestant. Mais ça, c'est tout de même le grand atout d'Henri III, et ce que les Français peuvent lui reconnaître. C'est-à-dire qu'il est allé au-delà des passions religieuses. C'est un catholique, mais c'est pas un catholique fanatique. Il est allé au-delà de ces passions religieuses pour qu'il y ait une continuité de l'État. C'est-à-dire que l'héritier de la couronne, c'est son cousin, lointain cousin au 21e degré, il est vrai, Henri de Navarre. Mais là, Henri III a respecté les règles du droit public français. Et cette fameuse scène où Henri III, qui vient d'être poignardé par Clément et qui s'adresse à son entourage en disant « Je vous recommande comme mes amis, mais je vous ordonne comme votre roi de prêter serment à Henri de Navarre », ça c'est l'histoire de la France dans sa continuité. Et on pourrait dire dans sa splendeur. Merci beaucoup Jean-François Saulnon. Je rappelle que votre Henri III est réédité en édition de poche chez Tempus, et qu'on peut également lire le récit de la mort d'Henri III dans un ouvrage paru sous la direction de Patrice Guénifet qui s'appelle Les derniers jours des rois, en coédition Perrin et Le Figaro Histoire. Merci Anissa, nous nous retrouvons demain pour notre rendez-vous au cœur de l'histoire à 14h sur Europe 1. Oui, avec une grande aventure demain lundi consacrée aux Montgolfières. À demain Franck. Montgolfières à demain Franck. Montgolfières à demain Franck. Montgolfières à demain Franck. Montgolfières à demain Franck.